vous retrouve pour un nouvel lecture en fait. Alors en fait c'est censé être le bilan du Hacktober. Dans la page de Hacktober, si vous avez vu la vidéo et si vous vous en rappelez, je vous avais présenté 6 livres, ce qui normalement est plus qu'un update lecture. Mais parmi ces 6 livres, il y en a 2, à savoir La Maison des Morts, que je suis actuellement en train de lire au moment où je tourne la vidéo en plus, et New Victoria, le tome 2 de Lia Abel, qui font partie de ma page de l'automne. Et donc du coup j'en parle pas dans un update lecture puisque j'en parlerai dans la page de l'hiver quand je ferai le bilan de la page de l'automne. J'ai l'impression de dire cette phrase très régulièrement, mais enfin bon bref. Et donc 6 mois ces 2 livres là, ça laisse 4 livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors globalement c'est l'update lecture de l'échec. J'ai eu un mois d'octobre globalement difficile au niveau lecture. En fait j'arrivais pas à lire, je galérais de fou jusqu'à ce que je comprenne pourquoi je galérais et quel livre me bloquait. Le livre qui me bloquait pendant une bonne partie du mois d'octobre, j'ai fini par le trouver. Et il fait pas partie de ces 4 là, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais donc là, dans la vidéo, on a 3 abandons et un livre que j'ai difficilement terminé et qui m'a extrêmement déçue au final. Autrement dit, l'update lecture de la joie. Et donc le premier que j'ai abandonné, c'est Entretien avec un vampire de Anne Rice. Alors oui, je sais, Anne Rice est une référence en matière de vampire. Pour ce mythe-là, c'est l'une des plus grandes auteurs, c'est l'une des premières à l'avoir écrit. Et c'est une référence pour le mythe, pour le fantastique, pour les vampires et tout et tout. Mais moi je me suis ennuyée, je me suis royalement fait chier en lisant ce livre et je suis désolée de le dire pour tous les fans de Anne Rice et cette histoire-là et de cette saga-là, mais moi j'ai pas pu. J'ai dû lire 70, peut-être même 80 pages et franchement je m'ennuyais mais à mourir vraiment. En fait, donc l'histoire démarre, on est dans une pièce que moi j'ai imaginée sombre en fait, avec un vampire vieux de plusieurs centaines d'années et un jeune homme qui est, je suppose, journaliste. Et le vampire va se mettre à raconter sa life en fait au journaliste et lui expliquer comment il est devenu vampire. Je crois que ça se passe en 1600 et quelques à la Nouvelle-Orléans, c'est pas écrit derrière l'année donc je ne sais pas, mais je crois que c'est dans les années 1600 et quelques. Et donc le vampire va nous raconter sa life à la Nouvelle-Orléans. Au début, je me suis dit, ah, c'est cool parce que la Nouvelle-Orléans à cette époque-là était une ancienne colonie française, ou était même encore une colonie française, ce qui signifie qu'il a des ancêtres français et tout et tout. Mais en fait, c'est très ennuyeux. Donc, il nous raconte sa vie avec son frère et sa sœur et leur plantation de coton et tout, enfin bref. Et en fait, il y a deux choses qui m'ont. Enfin, voilà, et à partir de là, on va découvrir sa vie et puis un homme va débarquer et il va le transformer en vampire. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai lu parce qu'il se passe pas grand chose en 80 pages, c'est très très lent. Et en fait, il y a deux choses qui m'ont dérangé. La première, c'est que, ok, il nous raconte sa vie, ok, c'est peut-être cool de nous présenter sa vie juste avant qu'il devienne un vampire, mais en fait, il nous raconte ça de manière extrêmement floue. En fait, il nous raconte ça comme lui l'a vécu et comme lui l'a ressenti au moment où ça lui est arrivé. Alors qu'au moment où il nous raconte les choses, il sait ce qui lui est arrivé, il sait exactement ce qui s'est passé et il sait qu'il est devenu un vampire parce qu'il est un vampire depuis des centaines d'années. Donc il est censé savoir exactement ce qui lui est arrivé et donc il pourrait nous l'expliquer de manière claire, mais non, il nous l'explique de manière très très floue. Si vous avez déjà vu de mes autres lectures dans lesquelles j'abandonne des livres, la principale raison qui fait que j'abandonne un livre, c'est quand je ne comprends rien. En fait, quand il y a plus de choses que je ne comprends pas que de choses que je comprends et dont je suis sûre, ça me saoule. Je me sens débile et j'ai pas envie de lire en fait. Voilà, moins je comprends et moins j'ai envie de lire. Encore une fois, je comprends que il y a des gens que ça agace et qui ne veuillent découvrir le fin moniteur et qui ne veuillent comprendre et que donc c'est pour ça qu'ils lisent ces livres-là. Mais moi, ça me saoule tellement, je me sens débile et j'ai pas envie de lire en fait. Surtout que là, non seulement je comprends pas grand-chose, mais en plus c'est extrêmement lent et ça ne m'intéresse pas. Et en plus de ça, on est alors la pièce de départ dans laquelle se trouve le vampire et le journaliste n'est pas seulement une pièce de départ. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement cet état-là au début et puis ensuite le vampire nous embarque avec lui dans le passé et nous raconte sa vie et on reste avec lui dans le passé à vivre quotidiennement avec lui. Non, on est constamment ramené à cette pièce statique qui ne bouge pas, dans laquelle le vampire ne fait strictement rien à part raconter sa vie, parce que le journaliste il a peur du vampire mais il intervient de temps en temps et donc du coup on a une pseudo-conversation qui s'est installée entre le vampire et le journaliste, enfin le pseudo-journaliste parce qu'il n'est pas dit qu'il est journaliste mais moi j'ai supposé qu'il était journaliste. Et donc on est ramené à cet état statique dans lequel il ne se passe rien. Et en parallèle de ça, on a une histoire extrêmement lente dans laquelle je ne comprends absolument rien et je me fais chier en fait. Voilà, je suis désolée mais je me suis ennuyée avec ce livre. Je n'ai pas pu. Le seul point positif du livre, je vais quand même terminer par un point positif, ce serait sympa, c'est l'écriture. J'avais peur de l'écriture de Anne Rice, comme je le considère comme un classique de la fantasy et que j'ai peur de l'écriture des classiques, j'avais peur de pas du tout accrocher à cette écriture. J'avais peur que ce soit une écriture compliquée, qui demande un temps d'adaptation et qui soit pas super facile à lire parce que justement travailler. Mais c'est pas le cas. Alors je suis pas en train de dire que c'est une plume totalement nulle, totalement débile. Non, c'est une écriture sympa, mais c'est pas dur à lire et c'est facile à lire en fait. Donc c'était le seul point positif du livre, mais ça n'a pas suffi pour que je continue.
je suis désolée. J'ai d'autres Anne Wise dans ma palle, je les lirai. Au moins ça m'aura permis de montrer que j'ai pas à avoir peur de l'écriture et que c'est une écriture naturelle. C'est pas que c'est facile à lire et que c'est pas qu'elle a écrit de manière facile, mais c'est que ce n'est pas trop compliqué à lire. Donc voilà. Le deuxième, qui est le seul que j'ai terminé, même si ça a été extrêmement difficile d'aller au bout, c'est Le Parfum de Patrick Süskind. Donc je l'ai commencé il y a plus d'un an, hein, je l'avais dit quand il était dans ma palle. L'histoire, tout le monde la connaît parce que je suppose que tout le monde connaît le film, ou alors si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez pas lire le livre, eh bien regardez le film parce qu'il est cool. En plus, en période d'Halloween, c'est cool. Alors oui, cette vidéo sort un petit peu après Halloween, mais c'est pas grave, vous pouvez être encore dans le mood de Halloween, tout ça. Donc dans ce livre, on va suivre Jean-Baptiste Cornu, je crois qu'il s'appelle comme ça, et on va le suivre pendant toute sa vie parce qu'en fait le livre démarre le jour de sa naissance. Voilà. Sa mère meurt juste après, c'est pas un spoil, ça se passe au tout début du livre. Et donc après, il va être baladé de famille en apprenti, enfin voilà, il va avoir une vie un petit peu compliquée parce que c'est un orphelin en fait. Et donc voilà, il va, parmi tous ces gens qu'il va fréquenter, il va travailler pour certaines personnes et puis enfin, dès qu'il va avoir l'âge de travailler, en fait, il va travailler et puis il va changer de patron en fait. Et il va finir chez un parfumier en fait. C'est pas par hasard, c'est pas tout à fait par hasard qu'il atterrit ici parce qu'il a découvert dès sa toute enfance qu'il avait un odorat de dingue, un odorat de fou en fait, il sent absolument tout, mais vraiment. Donc il finit comme apprenti chez ce parfumier, c'est grave dur à dire, hein. Et voilà, mais il n'est pas un gentil garçon du tout parce qu'en fait il va se mettre à tuer des jeunes filles, voilà. Dans le film il me semble qu'elles sont vierges. Ici, je suis plus très sûre que c'est le cas, mais je crois que c'est le cas. Et en fait, il les tue pour, avec un espèce de produit, récupérer le parfum de leur peau, en fait, leur essence, pour en faire du parfum. Ouais, c'est un psychopathe, hein, on est d'accord. L'ambiance du film, je dirais qu'elle est assez fidèle au livre. C'est très glauque comme ambiance, hein. On a un meurtrier qui tue des femmes pour leur parfum. C'est presque encore plus horrible que de les tuer juste par plaisir, en fait. Parce qu'il n'est pas obligé de les tuer. Enfin, je veux dire, c'est horrible ce que je vais dire, mais il peut les enlever, récupérer leur odeur et puis les libérer. Enfin, je veux dire, pourquoi il les tue? Il n'a pas besoin de les tuer. Mais il les tue quand même, c'est un psychopathe, hein. Donc voilà. J'ai eu beaucoup de mal à le lire, c'est pas dû à l'ambiance, hein. J'aime beaucoup l'ambiance parce que j'aime beaucoup le film. Mais en fait, il y a énormément de descriptions des odeurs, évidemment. Le parfum, c'est évident. Sauf que je suis pas très réceptive de manière générale aux odeurs. J'ai un exemple tout bête à vous dire, je ne mets pas de parfum. Alors j'ai conscience que c'est un truc très répandu et que tout le monde aime et que c'est sympa quand tu sens bon. Ça me saoule, enfin, j'ai pas envie d'en mettre donc j'en mets pas. Je suis pas très réceptive aux odeurs, les bougies ça me saoule, c'est pareil, enfin, je suis pas très réceptive à tout ça en fait. Et du coup bah là comme on a plein de descriptions des odeurs et tout qui sont pas forcément des super odeurs parce que dans Paris à cette époque là c'est pas trop, ça sent pas très bon. Mais voilà, du coup il y avait beaucoup de descriptions que j'ai trouvé lentes et qui m'ont moi paru pas franchement nécessaire alors que j'ai conscience que c'est après le centre du livre. Mais voilà, je vais terminer parce qu'il n'est pas non plus très très long. C'est quand même assez dur à lire, et enfin c'est pas très facile, hein. C'est pas une écriture très légère et puis le sujet non plus n'est pas très léger. Mais voilà, je voulais le lire, je l'ai lu, je suis un peu déçue quand même, mais au moins je l'ai. Du coup vous vous en doutez, les deux qui restent je les ai abandonnés, hein, voilà, mais bon on va y aller. Donc le troisième c'est Je le ferai pour toi de Thierry Cohen et je tiens avant tout à m'excuser pour le résumé totalement à côté de la plaque que j'ai fait dans la palle. C'était abs, mais alors l'histoire n'a rien à voir avec ce que j'ai dit, mais alors vraiment rien à voir. Ce livre démarre, on est dans un bus avec un jeune garçon, je dirais qu'il a 12 ans, quelque chose comme ça, je suppose qu'il rentre de l'école, on suppose, hein, voilà. Donc ce garçon est assis dans le bus et un homme monte dans le bus. Le petit garçon n'arrive pas à nous l'expliquer. Mais il a peur, il a instinctivement peur de cet homme, il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas ce qui se passe, il ne sait pas qui est cet homme, il ne sait pas ce que cet homme veut faire et ce qu'il fait là, mais instinctivement il a peur de cet homme. Le bus repart, le bus s'arrête à un autre arrêt et là l'homme se lève, il crie quelque chose dont on ne sait pas qu'est-ce qu'il crie parce que le petit garçon n'a pas compris ce qu'il a dit et comme c'est lui qui nous raconte l'histoire, et ben on ne sait pas. Donc le gars se met à crier et il se fait exploser dans le bus. Alors oui, ça fait écho à tous les attentats qu'on a à peu près qu'on a malheureusement récemment partout dans le monde en fait. Et donc évidemment tous les passagers du bus, y compris le petit garçon, meurent dans l'instant en fait. Et à partir de là, on va suivre le père du petit garçon, ainsi que sa femme et son autre fils. Voilà, leur vie, leur quotidien, après cette épreuve absolument traumatisante, comment il reprend le travail, comment il essaye de revivre et tout et tout. Et j'ai pas été très très loin dans ce livre, je vais continuer de résumer l'histoire et si vous voulez vous amuser, comptez le nombre de apparemment que je vais dire parce que c'est ça qui m'a dérangé.
Donc apparemment le père veut se venger de la mort de son fils, sauf que déjà je comprends pas. Alors je comprends qu'il soit extrêmement triste et qu'il ait une envie de vengeance pour la mort de son petit garçon, mais à partir du moment où c'est un espèce d'attentat terroriste, en fait un mec qui s'est fait exploser dans un bus, de qui tu veux te venger? Le mec qui a tué ton fils est mort, et même s'il y a une organisation au-delà de cette personne-là, comment tu veux la trouver? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je comprends, déjà de base, je comprends qu'il veuille se venger, mais je comprends pas qu'il l'envisage à ce moment-là parce que pour moi il ne peut rien faire en fait. Voilà. Donc il va contacter un de ses anciens amis en fait, parce qu'apparemment il vient d'un milieu plutôt de gang et de. Enfin pas de gang mais de jeunes qui traînaient dans la rue, qui buvaient, qui volaient, enfin une enfance pas très cool quoi. Et donc ils vont reprendre contact pour apparemment se venger, mais on ne comprend pas trop bien ni le pourquoi il veut faire ça, ni le comment c'est possible de faire ça, ni. Enfin voilà, j'ai pas tout à fait tout compris. En parallèle de ça, parce que ça ne s'arrête pas là, on suit un SDF, je dirais qu'il a 60-65 ans, ce fameux SDF, qui a quitté sa famille, mais apparemment il tient encore à sa famille même s'il l'a quitté depuis des années et qu'il vit dans la rue, parce que deux jeunes d'une vingtaine d'années viennent l'enlever, en fait, ce SDF, pour apparemment le torturer et se venger de quelque chose que ce SDF leur a fait à eux ou à quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Mais ce SDF, même s'il est SDF et qu'il est apparemment prêt à mourir parce qu'il sent bien que c'est la fin de sa vie, il a quand même envie de se battre et quand même envie de protéger sa famille alors qu'il les a quittés. Enfin bref, si mon résumé vous semble très très flou, c'est parce que c'est très très flou pour moi. Et encore une fois, plus c'est flou, plus je me fais chier et moi je comprends. Et moi j'ai envie d'aller ensuite. Enfin voilà, j'ai pas eu assez d'éléments pour me donner envie de lire. Alors oui, le postulat de départ avec le petit garçon qui est mort dans ce bus est extrêmement triste et je le sais. Mais j'ai pas compris le délire du père, surtout qu'en plus il voit le fantôme de son fils. Alors autant vous dire que je ne crois absolument pas au fantôme et que dès qu'on a un petit élément fantastique dans un livre contemporain, ça me saoule en fait, voilà. Et puis alors l'histoire du SDF où on comprend absolument rien. Et en plus apparemment, de ce que j'ai lu sur les commentaires, on comprend le lien entre les deux histoires qu'on a en parallèle seulement à la fin du livre. Autant vous dire qu'il y a 0% de chance que je tienne jusqu'à la fin du livre sans comprendre le pourquoi du comment ces histoires sont liées, ce n'est juste pas possible en fait. Donc j'ai arrêté ce livre à la page 95, hein, c'est pas mal moi je trouve. Mais voilà, j'ai pas assez d'éléments, je comprends quasiment rien de ce qui se passe et je peux pas en fait, voilà. Je peux pas, c'est tout. Et le dernier c'est Intuition de Rachel Ward, donc c'est un tome 1, je crois que c'est une trilogie. Dans ce livre on suit Jem, je crois qu'elle s'appelle Jem, qui a un don. En fait au-dessus de la tête des gens elle voit une série de chiffres. Depuis qu'elle est toute petite, elle voit ces chiffres-là et elle a mis du temps à comprendre qu'elle était la seule à les voir. Et elle a compris ce que ces chiffres signifiaient le jour de la mort de sa mère parce que le jour de la mort de sa mère, elle a compris que c'était la date de la mort des gens qu'elle voyait au-dessus de la tête, donc c'est pas très cool. Du coup, vu que sa mère est morte quand elle était petite, elle est devenue orpheline. Son père, on sait pas où il est, on sait pas c'est qui. Donc elle est devenue orpheline, elle est un peu perdue en fait. Elle s'oblige à s'isoler parce que voir la mort des gens au-dessus de leur tête, c'est pas très cool du tout. Au début du livre, elle va rencontrer un jeune homme, mais comme elle sait qu'il va mourir dans quelques semaines ou quelques mois, je crois, elle voit pas l'intérêt d'échanger avec lui et de devenir proche de lui, parce que il va mourir en fait. Et donc on va suivre son quotidien en cours avec ce garçon, et un quotidien très banal en fait, et très normal, et c'est ça qui m'a dérangée. En fait, c'est que l'histoire pourrait être exactement la même à genre un détail près, si elle n'avait pas ce don en fait. Et c'est ça qui m'a dérangée. Enfin, je comprends pas pourquoi les auteurs, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive et que j'abandonne un livre pour cette raison, je comprends pas pourquoi les auteurs prennent la peine de créer un don pareil, un truc fantastique qui pourrait être génial si c'est pour nous raconter une histoire banale. Enfin, je veux dire, c'est comme si tu nous expliquais que ton personnage principal, qui est un mec, est un vampire, mais que tu nous passes ton temps à nous raconter sa vie de famille et sa vie au travail. Voilà. Qu'il soit vampire ou pas, ça change rien à l'histoire, mais tu as pris la peine de nous préciser qu'il était vampire. Enfin voilà, j'ai pas compris, ça m'a particulièrement saoulée. En plus, donc je me suis arrêtée à la page 60, voilà. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec elle. Je trouve le postulat de départ très cool, le fait qu'elle s'isole parce qu'elle voit la mort des gens. Enfin, elle sait quand ils vont mourir, c'est pas très cool. En même temps, elle peut rien faire pour modifier ça. Mais c'est pas assez exploité et c'est pas assez mis en avant pour moi et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Voilà, en plus le jeune homme en question m'a pas spécialement je l'ai pas spécialement apprécié et en général dans le livre j'aime plus les personnages masculins que les personnages féminins même quand l'histoire est racontée du point de vue féminin. Du coup bah là j'avais rien à quoi me raccrocher quoi. L'héroïne principale est totalement plate et pour moi sans intérêt et le pseudo-héros qui va mourir parce que nous aussi on est au courant du coup,
n'a pas non plus grand intérêt. Enfin voilà, j'ai pas compris cette histoire, j'ai pas du tout accroché à cette histoire. Donc j'ai abandonné cette histoire, tout simplement. Voilà. Je sais qu'il y a un tome 2 et un tome 3, mais en même temps, apparemment le tome 2 c'est sur un autre personnage principal avec un autre don. Donc je suppose que ça va être le même délire, avec une histoire pourrait être la même sans le don du gars. Donc je vois pas l'intérêt en fait. Et je suis très en colère contre les gens, les auteurs qui prennent la peine de créer des dons super cool et des livres, des histoires fantastiques qui pourraient être géniales et qui en fait sont juste pas assez exploitées. C'est triste, vraiment très triste. Bref, j'ai fini cette petite lecture. Alors vous ne l'avez pas vu parce que je suppose que je vais avoir coupé tout ça au montage, mais j'ai galéré de fou à tourner cette petite lecture. J'ai bégayé toutes les 3 phrases, mais bon, j'espère que pour vous ça a quand même été, c'était quand même bien. Voilà, je suis désolée Maud pour Entretien avec un vampire. Si un jour tu le lis et si un jour tu vas plus loin que je n'ai écrit dans le livre, est-ce que je te le souhaite? Peut-être que tu en feras une vidéo et en parleras quelque part et du coup que ça me donnera envie de le relire. Mais il y a peu de chance parce que franchement j'ai été extrêmement déçue et je me suis vraiment ennuyée. Donc voilà, je suis désolée. Ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.